présente, je suis Cyril Didier et donc je suis le responsable de compte global Altis. Et donc avant de donner la parole à Patrice et Elmati, donc qui sont de la direction technique digitale d'Altis Media, je vais juste faire une petite introduction sur Altis Media. Donc Altis Media, on sait tous que c'est le troisième groupe de médias privés français, qu'il a une offre éditoriale riche et variée avec des chaînes comme BFM TV, RMC Sport, etc. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que Altis Media, ce sont les précurseurs dans le cadre de la TV segmentée. Et au travers de la filiale Altis Media Connect, donc Altis Media Connect est la première régie à avoir lancé la TV segmentée. Et donc c'est là que Patrice et Elmati interviennent pour vous expliquer comment, avec AWS, ils ont pu mettre en place ce service. Merci Cyril, bonjour à tous. Donc l'idée c'est de vous faire un retour d'expérience sur le déploiement de l'architecture serverless dans le cadre de la TV segmentée. On va commencer par se présenter. Patrice Meillet, je suis directeur technique digital chez Altis Media. Je suis dans le groupe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Un peu plus de 20 ans dans le digital, sur les activités diverses et variées, le e-commerce, du hosting aussi, du marketing d'influence et également les médias. Donc Elmati Boulfacre, donc je suis au sein des équipes de Patrice, donc dans l'entité Ops, donc je suis ingénieur système, je suis passé par les télécoms quelques années, de l'ingénierie de service B2B, puis de l'ingénierie IP, avant de passer côté digital chez Altis Media. Donc Altis Media fait partie d'Altis France, à savoir que Altis France est aujourd'hui le premier acteur de la convergence entre télécom et médias. Et Elmati en est un très bon exemple, puisque comme il l'expliquait, il effectue la plupart de son passé chez les télécoms avant de basculer côté médias. Et cette convergence a été essentielle de notre côté pour pouvoir déployer la TV segmentée en partenariat avec SFR sur les box SFR. Altis Media, comme l'avait évoqué Cyril, on est le 3e groupe média privé français avec des marques fortes comme BFM et RMC et autour desquelles on a déployé toute une famille en fonction de contenus divers et variés, avec notamment des marques qu'on a sorties le dernier mois comme Tech & Co ou RMC Crime qu'on va lancer demain. C'est aussi BFM TV, c'est une actualité qui est nationale et aussi sur l'international, mais on a aussi une forte présence sur les différentes régions, avec 9 chaînes régionales, la dernière ayant été lancée justement hier, à savoir BFM Alsace. Côté direction technique digitale, c'est une équipe qui est composée de 40 talents, découpés en 7 squads, avec chacune leur spécificité et qui travaillent en méthodes agiles. Et à savoir également qu'on recrute assez fortement, je pense comme la plupart d'entre nous dans cette salle. Et s'il y a des profils techniques, je vous invite à venir boire un café avec moi. Voilà. On avait bridé un peu sur cette partie-là, mais bon, j'en profite. Donc la télé segmentée, qu'est-ce que c'est ? Imaginons, vous êtes tous abonnés à une offre Internet. La plupart d'entre nous avons une box sur la fibre. Je suis sûr que tous dans la salle, vous êtes abonnés SFR. Et lorsque vous allez allumer votre box, on va vous demander votre consentement. Si vous acceptez d'avoir du ciblage publicitaire. À ce moment-là, nous allons, par rapport aux chaînes que nous exposons, à savoir BFM TV et RMC Story, nous allons venir en fait remplacer la publicité nationale sur les chaînes que j'ai évoquées par de la publicité ciblée en fonction de vos critères. Des critères qui peuvent être géographiques, démographiques ou vos centres d'intérêt. Si malheureusement vous n'avez pas donné votre consentement, à ce moment-là, vous retrouvez les spots nationaux. Techniquement, comment ça fonctionne ? Donc en fait, l'éditeur de la chaîne va effectuer un marquage de ses flux, marquage SCTE35, à ce moment-là qui va être compris par le distributeur, la plupart du temps les FAI, et qui au travers des set-top box, donc des box de vos box opérateurs, vont effectuer des appels l'ad-serveur de la régie publicitaire au travers d'une brique qu'on appelle le middleware. Et en fonction de ça, si vous avez une publicité ciblée, à ce moment-là, la publicité va vous être envoyée, le spot publicitaire, va vous être envoyé au travers du réseau du distributeur. Et l'idée, là, c'est de vous faire un retour d'expérience sur la brique essentielle qui est le middleware. Petit état des lieux, ce middleware, en fait, on ne l'a pas déployé dès le commencement sur AWS, mais ça avait été déployé par un partenaire de la régie
avec une application traditionnelle, PHP, avec un stockage clé-valeur sur Redis, sur une infrastructure on-premise, avec une problématique qu'il faut savoir sur la TV segmentée, c'est qu'en fait, les appels au middleware vont se faire 60 secondes avant le premier spot publicitaire. Donc sur 60 secondes, toutes les box qui sont sur la chaîne concernée vont effectuer leur appel en simultané vers le middleware. Vous imaginez, en fonction de l'audience, le trafic que ça peut représenter. Donc problématique de performance lors des pics, avec une offre publicitaire qui peut être diverses et variées, avec des temps de réponse pas forcément adaptés, et du coup de la perte en termes d'exposition publicitaire si jamais on était exposé à des timeouts. En plus de ça, on était sur une infrastructure donc on-premise, allumée 24/24, 7 jours sur 7, et du coup avec un montant au niveau de la facture qui était équivalent, alors même que si en faisant le calcul, l'infrastructure n'était utilisée qu'1h30 par jour en termes d'appel à l'applicatif. Donc par rapport à ça, la régie est venue nous voir côté direction digitale pour voir comment on pouvait les accompagner avec des solutions notamment sur AWS. Avant de vous expliquer comment on a fait, on vous présente les résultats. C'est un projet en fait, qu'on a démarré en juin 2021 et où on a fini la mise en production avec SFR à février 2022. On était 100% sur la nouvelle solution. Les résultats, ils ont été plus qu'efficaces, c'est-à-dire que là, on était sur une infrastructure on-premise qui était à 16 000 € par mois. On est arrivé sur un coût d'environ 1 000 € par mois, par opérateur. Et en plus de ça, côté applicatif, on a assez fortement optimisé les temps de réponse puisqu'on était passé de 600 millisecondes à 200 millisecondes, même si on peut toujours mieux faire. Alors pour répondre à ce besoin d'avoir des forts pics de trafic qui vont être avec suivi de fortes périodes d'inactivité, on s'est naturellement orienté vers une solution serverless, une architecture serverless qui va utiliser des services AWS. Donc on va retrouver des valeurs ajoutées, des gains qui ont été exposés sur les présentations précédentes. Donc on va être sur un modèle de facturation à la demande, donc on ne va pas payer pour les périodes d'inactivité. On va utiliser des services managés AWS, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de services à exploiter, d'infrastructures à exploiter. On ne va pas avoir d'architecture réseau, d'interface réseau à configurer, de capacité de compute à sizer. Et on ne fera plus de capacity planning comme on le faisait traditionnellement. Donc on va utiliser des services tels que Amazon API Gateway, ça va permettre d'encaisser des pics de requêtes HTTPS très élevés. Notre code va pouvoir s'exécuter sur des fonctions lambda. Et puis comme base de données, on a choisi DynamoDB pour avoir des temps de réponse qui vont être très bas et surtout des temps de réponse qui ne vont pas se dégrader pendant les fortes périodes de pic. Enfin, pour déployer cette solution, on a utilisé le framework serverless comme solution d'infrastructure as code, parce que ça va être une surcouche au-dessus de CloudFormation qui va nous apporter beaucoup de simplification pour le déploiement de ces briques serverless, et ça va permettre de déployer simplement le code des fonctions lambda. Donc ça va nous permettre de dupliquer la stack à l'envie pour répondre à un nouveau besoin client, rajouter un nouvel environnement de recettes ou un nouvel environnement pour faire un proof of concept très rapidement. Donc en outre, en fait, ces services, ils arrivent avec une observabilité, on va dire, native. Donc tout de suite, sur notre application, on va pouvoir lui faire bénéficier de fonctions de logging, de tracing sans gros travail de notre part, en fait. À savoir, pour avoir choisi aussi ces solutions, ces services managés, c'est aussi parce qu'on avait une grosse expertise en interne et en plus un accompagnement avec les équipes AWS sur justement la refonte de notre CMS qu'on avait refondu 2 ans auparavant. Donc, en termes d'architecture, le schéma c'est celui-là. Donc l'histoire commence avec un appel du décodeur TV pour essayer de joindre l'ad server. Donc la requête va arriver sur notre API Gateway qui va invoquer une fonction lambda. La lambda, c'est elle qui va faire le vrai appel à l'ad server. L'ad server va pouvoir répondre avec des créatives. Donc on va alors vérifier sur la table DynamoDB si les créatives
si les vidéos sont provisionnées dans le CDN de l'opérateur, il y a un premier appel DynamoDB. Donc si ces vidéos-là ne sont pas provisionnées, donc si on ne le retrouve pas sur la table, on va donner un ordre de provisioning à un back-end externe via un topic SNS. Donc c'est cette partie-là. Et pour les créatives qui sont éligibles, on va pouvoir les renvoyer à la set-top box. Mais avant ça, on va faire du provisioning sur DynamoDB, donc un deuxième appel DynamoDB pour des items de tracking. Le tracking, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre en fait de notifier l'ad server qu'il y a bien une impression, qu'il y a bien une publicité qui a été substituée et de lui indiquer que des quartiles de visibilité. Et donc pour faire ça, pour pouvoir proxier ce tracking, on va faire un premier provisioning d'items sur DynamoDB pour gérer ce tracking. Après, il y a aussi une publication sur une pile SQS pour pouvoir faire incrémenter des compteurs de statistiques. On va enfin pouvoir répondre à la box qui va pouvoir faire sa substitution et faire une autre requête pour apporter les notifications sur le tracking. Donc là, c'est une seconde route API Gateway qui va utiliser une intégration SQS pour faire cette partie tracking en asynchrone. Et pour une petite précision supplémentaire qui a son importance pour la suite, sur la structure de la table DynamoDB, on était parti sur le design single table qui a ses avantages et ses quelques petits inconvénients, on va en parler juste après. Donc, une autre visibilité de l'appel de la box à l'ad server peut être vue ici via une map X-Ray. On voit l'appel API Gateway, l'invocation du service lambda, puis tous les services en aval avec lesquels interagit la fonction lambda. On voit notamment l'appel à l'ad server, les deux appels aux tables DynamoDB, puis les interactions avec les piles SQS. Et donc le X-Ray va nous permettre de visualiser pour cet exemple-là les temps de réponse associés. Donc on va voir par exemple que cet appel a été réalisé en 226 millisecondes vu de l'API Gateway, dont 132 millisecondes liées à l'ad server. On va avoir des temps de réponse DynamoDB respectivement 19 millisecondes et 3 millisecondes. Ce qui est important, c'est que ces temps de réponse vont être consistants, flat dans le temps, indépendamment des pics de charge. Puis il y a quelques millisecondes liées à l'activité sur les piles SQS. Donc sur le passage en production, comme on vous l'avait expliqué, c'est une application qu'on avait remodelée. En plus de revoir l'architecture, l'applicatif qui était en PHP, du coup, a été réécrit en gardant la même logique qui a été réécrit en Go pour pouvoir notamment être compatible avec du serverless. Et toute la difficulté de ce projet, c'est que contrairement en fait, à une application web traditionnelle, vous avez un trafic qui peut, entre guillemets, pas être constant, mais qui peut être plus facilement adressé. Là, dans le cadre de ce projet-là, vous avez les chaînes, vous connaissez l'audience qui est globale de cette chaîne, vous avez un parc chez l'opérateur où vous connaissez le nombre de box, mais vous ne connaissez pas le nombre de box éligibles, du fait du consentement ou pas, et en plus si les box sont branchées sur la chaîne concernée ou pas. Ce qui fait qu'en fait on a un trafic qui est totalement aléatoire, et sur le passage en production, c'est toute la difficulté. À titre d'exemple, sur SFR, donc on était sur un service qui était déjà en production. On a eu la possibilité, puisqu'on travaillait main dans la main, de faire un déploiement progressif pour y aller par pas de 10%. On a monté progressivement par 10%, 10%, 10%, et vu que tout se passait bien, du coup on a commencé à aller sur un pas supplémentaire de 20%. Et là, en fait, on a vu qu'on n'avait pas d'évolution de trafic, tout simplement parce qu'on était sur cette problématique de non-maîtrise du trafic qui pouvait être à un instant T et des box qui étaient disponibles. Et en augmentant de 10% supplémentaire, en fait, on s'est retrouvé avec des problèmes sur Dynamo, avec toute la problématique d'écriture et de lecture en simultané. Du coup, on a fait des ajustements comme ça au fur et à mesure de la production pour pouvoir optimiser la performance et aussi optimiser les coûts. Sur Orange, là, on était dans un cas totalement différent, puisqu'on était à la genèse du projet, et on était sur un parc de box éligibles qui était 2 fois supérieur à celui de SFR, et en plus sur une possibilité de déploiement qui était nettement moins simple qu'avec SFR, puisqu'on était en 3 étapes, 20%, 50% et 100%. Autant vous dire que le passage de 50% à 100%, c'est comme si on faisait un Big Bang. Et en plus de ça, on était obligé de le réaliser
dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Donc, je vous laisse imaginer le trafic sur BFM TV lors des résultats des élections présidentielles, couplé à des box orange, le trafic était assez sympathique. Et enfin, le dernier déploiement qu'on va dérouler début juillet, c'est sur le parc de Bouygues Télécom. Là où en fait on aura possibilité de faire un déploiement progressif par pas de 20%. Donc pendant ces déploiements, en fait, on voulait vous faire un retour d'expérience de diverses optimisations, enfin la réflexion qu'on a eue. Ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure de construire la solution et puis de l'optimiser au fur et à mesure des métriques qu'on récupère et de ces observations. Et le fait d'être sur cet archi serverless va permettre d'apporter des modifications très rapides sur l'architecture. Le premier élément de réflexion, c'était sur le mode de capacité de la table DynamoDB. Donc on est parti sur du on-demand du fait de notre profil de trafic. Et l'autre mode étant une capacité provisionnée, payer pour une capacité provisionnée. Donc les différences de coûts, il n'y a pas photo entre les deux. On n'avait pas vraiment c'était pas vraiment une décision. Donc 6 300 $ par exemple, comparé à moins de 400 $ mensuellement. Après, il y a quelques éléments à savoir par rapport aux caractéristiques d'une table on-demand, c'est que cette table va scaler à une vitesse donnée. Enfin, une demi-heure, on va pouvoir doubler sa capacité toutes les demi-heures. Et donc, en fait, ça peut présenter une difficulté sur un déploiement initial et une ouverture de parc. Il y a une bonne pratique, en fait, ou un trick que nous avait conseillé Alexis à l'époque, c'est de passer la table en provisioned capacity sur 24 heures et puis après de basculer sur du on-demand pour faire un scaling initial. Donc voilà, en tout cas, le on-demand répond à notre besoin avec des pics de trafic très très variables. Un autre retour d'expérience qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on avait observé sur l'activité de notre table Dynamo, c'est qu'on avait des items qui nous permettaient d'alimenter des compteurs de stats qui étaient intensivement utilisés. On a vu ça en fait en suivant les métriques données par le Dynamo Performance Insights et les métriques de throttling qui sont émises par la table Dynamo. Donc on avait vu que nos compteurs de stats ont été intensivement accédés et on pouvait avoir du throttling sur les périodes de pic. Et donc ce qu'on a dû faire en fait, c'est de suivre une bonne pratique, d'essayer de démultiplier ces items en les suffixant avec un digit de manière à ce que ça puisse être présent sur plusieurs partitions et repousser cette limite de throttling. Donc ça n'a pas changé notre logique d'écriture de stats ou de consommation des stats, mais ça nous a évité de throttler massivement pendant les pics. Après, il y a un deuxième chantier en fait, qu'on a mené. C'est en déployant la stack, en voyant les profils de trafic arriver, en suivant les métriques, qu'on se rend compte d'optimisations toutes simples, mais qui vont donner des grands résultats derrière. Donc, par rapport à l'écriture de stats, toujours, on a fait ça initialement au sein de la lambda qui faisait l'add request. Après, on a essayé de découpler cette activité en introduisant une deuxième lambda avec une pile SQS entre les deux. On a ensuite, dans un second temps, introduit un délai aléatoire pour essayer de lisser le pic de trafic, répartir le pic pour avoir moins d'intensité sur les pics d'écriture sur la table DynamoDB. Après, on s'est juste dit, c'est un peu dommage de faire des incréments d'items et de traiter un message à la fois. On va traiter des batchs de messages. Et ça a drastiquement permis de réduire le nombre d'invocations sur cette lambda de statistiques et de réduire massivement le volume d'écriture sur la table DynamoDB. Donc c'est des petites modifications toutes simples qu'on n'anticipe pas nécessairement lorsqu'on design la solution initialement et après qui sont faciles à avoir en suivant les métriques et en discutant avec les uns et les autres pour aboutir à ce type d'optimisation qui sont à la fois de performance et financière. En résumé, c'est un petit pas côté applicatif, mais un grand pas pour la facture. Enfin, en conclusion, dans les évolutions prochaines qu'on prévoit d'amener, l'ajout de chaînes, comme vous l'avez vu au début, on édite pas mal de chaînes. Sur ce type de projet, les chaînes régionales n'ont pas vraiment d'intérêt, puisqu'on fait déjà un ciblage du fait du public qui va regarder les chaînes régionales, mais il nous reste une chaîne à déployer dans le courant du dernier trimestre, à savoir RMC Découverte. Il y a un autre élément où en fait, on va se laisser la possibilité, avant la phase publicitaire, de faire les appels non pas 60 secondes en amont, mais 15 minutes, ce qui va nous permettre de réduire drastiquement la charge à un instant T.
Enfin, objectif aussi d'améliorer l'observabilité, puisqu'on a pour habitude de travailler avec Datadog sur cette partie-là. C'est quelque chose qu'on a commencé à déployer, mais qu'on n'a pas eu le temps de finaliser avec Datadog. Et enfin, le middleware, on l'a déployé sur la partie live. On a aussi en projet d'aller le déployer sur notre service de replay. Et juste à titre d'indication, puisque ce qui m'a été demandé, c'était le nombre de publicités qu'on pouvait distribuer. Ça, c'est un chiffre qu'on ne peut pas vous donner. À titre d'indication, ici sur le graphe, donc vous avez sur une période d'1 minute, savoir que l'échelle est à 10 000. Du coup, vous voyez chacune des petites barres. Il suffit de faire une petite opération mathématique et ça commence à représenter quelques indices assez sympathiques. Voilà, merci. Merci.